Bon, mais écoutez, je pense qu'on va peut-être commencer. Si ça vous fait rien, je pense qu'on va y aller. Puis au fur et à mesure que les gens vont se connecter, ben écoute, ils nous prendront au moment où est-ce que on sera là où on sera rendu. Donc ce matin, on a avec nous Madame Dominique Massy, qui est la présidente directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec. Elle va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'Association pulmonaire du Québec, mais surtout aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis content que Dominique soit avec nous, c'est que l'Association pulmonaire du Québec a mis sur pied, il y a très longtemps, et ça fonctionne très bien, ce qu'on appelle des groupes d'entraide. Et axés sur les maladies pulmonaires, naturellement. Et c'est surtout cet aspect-là que Dominique vous présente ce matin. Je vois que Dakar est là. S'il vous plaît, quand vous ne parlez pas, fermez vos micros, sinon ça fait du retour de son. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dominique. Et puis, si les gens veulent poser des questions, ben, peut-être attendre à la fin, c'est plus facile. Vas-y, Dominique. Bien, merci beaucoup. Merci Yves de m'avoir proposé cette belle aventure. Je serais bien dans votre pays parce qu'ici, il fait pas mal froid. Donc, l'association pulmonaire, il y en a parmi vous, peut-être que j'ai rencontré à Lille ou cette année à la Biennale, je ne sais pas. Mais à la PQ, on a 132 ans d'histoire. Nous, on est nés de la tuberculose. Donc, ça fait quand même assez longtemps. On a plusieurs missions. L'association, on a été connu justement de la tuberculose et avec le thème de Noël qu'on voit un petit peu partout dans le monde. On a aussi créé en 2014, d'ailleurs avec Yves, une fondation en santé respiratoire pour donner aux jeunes chercheurs des sous. Et notre mission est plus de prévention, de recherche, d'éducation, de soutien. On vient de greffer tout récemment un programme d'aide à l'arrêt tabagique. Si jamais vous voulez l'avoir, ça a l'air d'un gros chiffre, là, mais on est obligé de l'acheter à l'Association pulmonaire américaine. Mais je pourrais aussi vous le partager si jamais ça vous intéresse. On est obligé de payer très cher pour la traduction, et ça me fera plaisir de vous partager le tout. Et on vient d'ouvrir au niveau de la réadaptation. Nous, dans notre coin, on est dans l'est de Montréal, puis il n'y avait rien en réadaptation respiratoire. Donc, on vient avec le CHUM, puis avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, d'ouvrir un centre qui est tout petit, mais on fait de la réadaptation de façon communautaire, c'est-à-dire que les patients, ils viennent, ils font de la réadap avec les techniciens ici, mais ils ont accès justement au programme de groupe d'entraide automatiquement, à l'aide pour l'arrêt tabagique aussi, mais aussi à une foule de personnes qui acceptent de venir de façon bénévole, des nutritionnistes, on a même des pneumologues à la retraite qui viennent nous aider. Donc c'est une façon différente, puis sans coût bien entendu, parce qu'on n'a pas les moyens nécessairement d'offrir, en étant un organisme sans but lucratif, d'offrir ce genre de service-là. Donc, l'association, mon PowerPoint qui ne fonctionne pas en même temps que vous autres, il y a un petit peu de délai. Non, excuse-moi. Donc, on fait partie. Dominique, c'est moi qui change le PowerPoint. C'est moi qui change le PowerPoint. Ça fait que quand tu veux que je change, fais-moi un petit signe de la main puis je vais changer. Ah, parfait. Alors, on est membre de plusieurs organisations et on arrive à ce qui est notre groupe d'entraide. Ça, ce que vous voyez, c'est notre petit dépliant groupe d'entraide. Si jamais vous avez un intérêt pour ça aussi, ben ça me dérange pas de vous envoyer aussi des dépliants ou même vous envoyer le format que vous pourrez aussi travailler après. Rajouter vos adresses ou numéro de téléphone, puis après ça, vous pouvez les photocopier ou ça aussi, ça me dérange pas. Raymond, celui qui s'occupe de notre impression ici, pourra facilement vous l'envoyer pour que vous puissiez travailler là-dessus. Fait que gênez-vous pas si vous avez un intérêt après. Moi, tout mon matériel, vous pouvez l'utiliser. Donc, pourquoi on a fait ça? On a commencé en 2002 parce qu'on voyait bien que pour briser l'isolement,
Au Québec, il n'y avait rien qui se faisait pour, puis encore moins dans les régions, naturellement, parce que notre territoire est très grand. Donc, on s'est dit, on va faire de quoi pour les gens qui sont atteints de maladies respiratoires. On a commencé avec les gens qui sont atteints d'MPOC, vous appelez ça, je pense, BPCO chez vous. Et puis après ça, on a continué avec l'apnée du sommeil, l'asthme, la sarcoïdose, fibrose. Dans le fond, on couvre à peu près 78 maladies et causes. Puis on en a ouvert un peu partout au Québec, dans chacune des maladies, pour justement offrir le service. C'est sûr que c'était pour briser l'isolement des gens, parce que souvent, quand tu te retrouves atteint d'une maladie, il y en a, si on parle de l'emphysème, souvent les gens étaient un peu ostracisés, c'est de ta faute, tu as fumé. Les gens ne sont pas toujours gentils, bien entendu. Ou si c'était pour aider à empêcher qu'il y ait des dépressions, qu'il y ait de l'anxiété, s'informer aussi sur les maladies respiratoires, apporter des journées éducatives, parce qu'on joint à ça des fois des petits colloques sur certaines maladies qui sont plus, je dirais qu'on ne peut pas toujours regrouper un bon nombre de personnes. Donc, on a fait aussi des petits colloques. Puis, essayer de mettre des gens qui vivent une réalité ensemble, parce que des fois, parler à son aidant naturel, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours la même écoute, c'est pas toujours facile. Tranquillement, je vous dirais que les aidants naturels ont commencé à venir, mais en 2002, c'est pas vrai, c'était plus des gens qui venaient. Puis souvent, c'était des gens qui exigeaient pas beaucoup non plus. Donc, merci, c'est fun. C'est de dire aux gens, vous n'êtes pas seul, votre vie, tranquillement, vous êtes bouleversé par la vie à travers votre maladie. Et on est là pour vous aider. On vous permet d'échanger, on vous permettait au départ de vous entraider entre vous. Et au départ, c'était vraiment plus des formations qu'on offrait. Des formations, ça pouvait être un pharmacien qui vienne, un médecin qui vienne. C'est vraiment au niveau des professionnels de la santé qui venaient. C'était un groupe, chaque groupe était aussi individuel, c'est important de le dire. Ce qu'on fait, c'est que chacun des groupes, on les rencontre et on leur demande de quoi ils ont envie d'entendre parler durant, mettons, je vais dire janvier à juin. Puis en juin, on se rencontre, puis on décide qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Généralement, en été, il n'y en a pas. Du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Donc, ça fait, de cette façon-là, on rend les gens de façon autonome. Quand je dis autonome, ça veut dire qu'on essaie de créer à l'intérieur même du groupe, on va chercher des gens, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, qui vont devenir comme, ils vont s'approprier leur groupe d'entraide. Donc, ils vont avoir leur vie commune ensemble, où ils vont avoir le goût de partager plus ensemble et avoir un meilleur soutien moral. La façon dont on démarre les groupes, c'est de différentes façons. Ça peut provenir de vous, médecins, infirmières, inhalothérapeutes, etc. Comme ça peut être un groupe de patients qui ont le goût de se mettre ensemble. On commence avec 2-3 patients. Souvent, ce qu'on fait, moi, je fais la tournée du Québec. Et on va aller voir sur place dans les hôpitaux, nous, des CLSC. Donc, on va aller rencontrer, voir s'il n'y a pas des patients qui sentent un besoin qui se sentent seuls. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse ces patients-là, on leur présente c'est quoi un groupe d'entraide, on leur explique que c'est une fois par mois et on leur explique qu'est-ce qu'ils pourraient entendre parler. Et de cette façon-là, les gens, ils viennent au groupe et ils viennent voir ce que ça a l'air. Puis généralement, les gens restent. C'est très rare qu'on perd des gens quand on ouvre le groupe d'entraide. Donc, chez nous, on prête une petite caisse pour qu'ils puissent acheter le café, les petits biscuits, les collations. On leur donne un montant de 25 $. C'est rare qu'ils dépensent plus que 7 ou 8 piastres par mois. Là. Mais puis il y en a même des fois qui préfèrent garder le montant, puis à la fin de l'année, s'acheter un gâteau
pour pouvoir fêter la Noël ou des choses comme ça. Donc, et naturellement, on essaie d'avoir un coordonnateur dans chacune des régions qui proviennent soit de l'hôpital ou du CLSC, qui les accompagne une fois ou deux durant l'année. Puis nous, on s'engage à y aller au moins les 2-3 premières rencontres pour voir si tout va bien avec le groupe. Puis ça nous arrive aussi d'être obligés d'y aller à chacune des rencontres. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui pourrait, mettons, prendre comme la présidence du groupe d'entraide, à ce moment-là, ben, c'est nous qui gérons le groupe d'entraide. Merci. Les réunions ont toujours lieu à un même endroit, puis on essaie toujours, nous autres, de trouver un endroit où le stationnement va être gratuit, bien entendu, parce que souvent, les gens qui sont atteints de maladies respiratoires, mais sont généralement défavorisés financièrement. Donc, on va souvent dans des marchés d'alimentation qui nous prêtent des salles. Ou encore, on va dans des bibliothèques publiques, on demande aux villes de nous prêter des locaux. C'est pas toujours facile. Il y a des fois où il faut sortir des sous, mais le rôle de l'association pulmonaire, c'est de payer pour ces locaux-là. Je me mets un budget à chaque année pour ça. C'est une priorité essentielle. Donc, puis je veux dire, si on veut qu'il y ait de la population qui vienne, j'ai des groupes d'entraide qui sont jusqu'à 75 personnes. Puis j'ai même maintenant des groupes d'entraide qui, au-delà de ça, se rencontrent 2 fois par mois. À la force de se rencontrer, ils ont décidé de faire une journée groupe d'entraide, puis au milieu du mois, ils font une journée où ils vont aller faire de la marche. On parle de la marche, ils font pas de la marche rapide, là, parce qu'ils sont atteints d'une maladie, mais ils vont aller marcher, ils vont aller ils font des activités physiques. Donc, quand on parle aussi des participants qui déterminent leur calendrier à venir, je vous dirais que quand on a démarré en 2002, je ne peux pas parler pour la planète, mais chez nous, c'était des gens qui étaient, ils nous disaient c'était la mentalité qu'on dit au Québec, c'est né pour un petit pain. Aujourd'hui, on est rendu avec des baby boomers. Donc, la mentalité a totalement changé. Fait qu'à l'époque, c'était plus nous autres en 2002 qui arrivaient avec des idées pour leur donner des idées. Et je vous dirais que maintenant, les sujets viennent de nos baby boomers beaucoup plus. Puis ils sont beaucoup, ils vont nous demander l'aide, la participation au sein du groupe. Seulement que on envoie beaucoup d'informations, des dépliants, des choses comme ça. Donc, il va diffuser l'information à tout le monde. Ils vont coordonner aussi les activités, On fait tout le temps un bilan mensuel des rencontres. Alors, chaque fois qu'il y a un groupe d'entraide, le lendemain, les responsables pour voir comment ça s'est passé. Pour ceux qui sont autonomes, puis pour les autres, bien, naturellement, on les appelle quand même pour voir comment ils ont, comment le sentiment, comment ça a été pour eux autres, comment ils ont trouvé. C'est important pour nous autres d'aller chercher tout le temps l'information, comment les gens se sentent, comment ça a été perçu, est-ce qu'ils ont des choses qu'ils auraient voulu de plus, est-ce que c'était assez profondément. Comme je vous disais tantôt, en 2002, c'était plutôt nous autres qui informaient, mais aujourd'hui, les gens avec l'informatique, ils vont chercher de l'information. Donc, il faut aller. Les formations qu'on donne, c'est quasiment des formations médicales des fois. Tellement que les gens veulent avoir des choses qui sont beaucoup plus poussées. Et on donne aussi de la formation à ceux qui sont en charge des groupes d'entraide pour vraiment être capable de favoriser les dialogues, aider à faire respecter le respect au sein des groupes, promouvoir l'écoute, des choses comme ça. Parce que c'est important. Donc, ils rencontrent le groupe, le petit groupe qui s'occupe du groupe d'entraide, va rencontrer un psychologue, un travailleur social, puis il va travailler ces 2 personnes-là vont travailler le petit comité pour pouvoir être sûr que ça soit. Ça m'est arrivé des fois, là, on n'est pas parfait, là. On en a fermé des groupes des fois, là, parce que faut faire attention, il y en a il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Donc, c'est surtout en apnée du sommeil qu'on a eu un enfermé. Il y en avait qui arrivaient avec des vieilles machines puis qui essayaient de les vendre. On n'a pas le droit de nous autres, on n'a pas le droit de vendre rien comme organisme, alors il n'y avait pas plus le droit d'arriver puis de vendre des trucs. Donc, puis des fois, ça arrive aussi qu'il faut changer la personne qui est responsable du groupe parce qu'elle devient comme militaire. Donc, on a aussi des fois affaire avec des drôles de personnages, mais c'est pour ça qu'on doit garder un œil sur les groupes aussi. Donc, ce que je vous disais tantôt, les gens vont nous aider à nous rapporter ce qu'ils veulent avoir comme conférencier. Ils vont s'occuper des rappels téléphoniques. Des fois, ça va être juste, on leur fournit des cartes. Puis ils vont envoyer, des cartes de fête, des cartes de Noël, des choses comme ça. Parlant de Noël, vu qu'on approche de Noël, chaque année, on achète des petits cadeaux qu'on donne à nos responsables de groupes d'entraide. Puis on leur donne un petit budget pour qu'ils puissent aussi, pour le groupe d'entraide, organiser une petite fête aussi. Ça, c'est comme important pour nous autres. Pour ce qui est de nos groupes en cancer, par exemple, on les fait différemment. Eux, ce qu'on fait souvent, ça va être une petite sortie qu'on va faire une fois par mois. On va aller soit prendre le café ou aller marcher dans un jardin ou parce que faut changer leur dynamique qui est totalement triste. Donc, il faut les amener dans un autre contexte. Donc, on les amène pas souvent, à moins qu'ils nous demandent une conférence telle, mais sinon, on les amène dans un autre contexte. Donc, quand on dit qu'on leur donne de la formation, avant de commencer la formation avec la travailleuse sociale et avec le psychologue, on s'assure que quand on rencontre les bénévoles, qu'ils ont un désir d'améliorer la vie, la qualité des autres, naturellement, qui ont du temps à mettre dans le groupe aussi, qui ont le sens de l'organisation puis de l'initiative, qui veulent faire preuve de leadership, c'est essentiel, puis qui ont un bon sens de la persuasion, parce que des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce aussi, puis ça nous prend des gens qui sont honnêtes et fiables, bien entendu. Donc, puis on leur demande pas de s'engager non plus là pour la nuit des temps, hein. On leur demande de s'engager pour 1 an, là. Donc, c'est pas une longueur épouvantable. Comme je disais, dans l'avancement d'un groupe, on a un qui est comme le président du comité, mais souvent, selon la grosseur du comité, quand, comme je vous disais, on en a un qui sont 75, ben, ça en prend 5 personnes pour aider, là, parce qu'à un moment donné, tu es atteint d'une maladie. Tu n'es pas capable de nécessairement faire tout le travail. Donc, on essaie aussi d'aller chercher d'autres aides à l'intérieur. C'est important de pouvoir, il faut que ce soit un comité, dans le fond, qui fonctionne, là. Donc, il faut absolument que le président ait son rôle à jouer, mais on essaie d'aller chercher comme un petit trésorier, d'aller chercher des gens qui vont graviter autour pour justement aider à ce que la fête persévère. C'est ça le bon point, en fait. S'il vous plaît, fermez votre micro, Bamako. Donc, dans les autres postes, comme je vous disais, ben, c'est sûr qu'il y a un trésorier. On a un chargé des courses parce que les gens vont aller chercher le café ou des trucs comme ça. Puis, on a le téléphoniste parce que quand vous avez 75 appels à faire pour vous assurer que tout le monde est là, même ça prend des fois plus qu'un téléphoniste pour s'assurer. On a une secrétaire aussi pour qui envoie les cartes de remerciement aux conférenciers, bien entendu. Souvent, ils vont prendre la prise de collecte aussi, ils vont prendre des notes pour nous, pour faire un petit rapport, parce que ils vont faire un rapport des fois, prendre des notes, ne serait-ce qu'un rapport pour eux autres, parce que je veux dire, ils vont apprendre des choses, donc ils vont faire comme un compte rendu. Ils vont aussi préparer les commentaires puis remettre aux responsables bénévoles. Puis ils vont recruter d'autres bénévoles, bien entendu. Donc, ça peut être, ils vont aller dans des rencontres à l'intérieur des hôpitaux, d'autres des CLSC, des choses comme ça. Donc, où ils deviennent
le porte-parole de leur propre groupe d'entraide. On leur fournit des affiches pour mettre un peu partout, dans les pharmacies, des fois c'est dans les centres d'achat, dans les CLSC, dans les hôpitaux, où ils mettent leur numéro de téléphone pour pouvoir que les gens qui sont intéressés puissent devenir membres du groupe d'entraide. Naturellement, ça facilite naturellement le suivi et tout pour les groupes d'entraide. Merci, Yves. Nous, on fait naturellement la promotion. On envoie régulièrement dans tous les journaux de la province. On le fait par le site Internet, bien entendu. On a un petit bulletin. Donc, même cette année, on fait un test. On a fait un calendrier qu'on a envoyé un peu partout dans la province avant Noël pour mettre dans les hôpitaux, les cliniques médicales, pour voir, puis c'est un petit calendrier fait maison, là, pour susciter justement l'ouverture de groupes d'entraide. On essaye d'être créatif avec le budget qu'on a, là, bien entendu. Donc, on va voir si ça va donner de nouveaux programmes qui vont s'ouvrir. Mais on est rendu à 35 groupes d'entraide sur le territoire du Québec. On espère bien en ouvrir au moins 5 autres durant l'année. Parce que c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas penser que ça s'ouvre en criant ciseaux. C'est quand même... on était contents en 2002 quand on a ouvert le premier. Là, puis ça prend du travail parce que nous, chez nous, malheureusement, les embûches qu'on rencontre, c'est que au niveau des hôpitaux ou des CLSC, les gens, la personne qui embarque, disons, si c'est un travailleur communautaire ou autre, si lui embarque, puis qu'à un moment donné, il change de poste, ou il prend sa retraite ou autre chose, puis s'il n'y a pas personne qui croit à ça, malheureusement, on perd, tout est à recommencer pour d'autres qui ont envie d'être proches de ces groupes d'entraide-là. Donc, au niveau du déroulement des premières rencontres, quand maintenant, on demande souvent qu'il y ait les proches aidants qui viennent. C'est un nouveau changement qu'on a fait dans les dernières années. Parce que souvent, quand la personne est atteinte d'une maladie, c'est important que quelqu'un, pour la personne qui est atteinte, soit là, souvent pour prendre des notes, puis pour accompagner la personne si jamais elle a des questions, des choses comme ça. Donc, ça, on pense que c'est important. Et comme je vous disais à la première rencontre, le coordonnateur est toujours là, explique c'est quoi, donne la formation, puis naturellement, s'il faut, on va accompagner après. Mais en général, on essaie de commencer à voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui va avoir le goût de prendre en charge le groupe d'entraide. On leur lance l'idée tout de suite de ce que c'est d'aller chercher des gens qui vont devenir leurs conférenciers. Ou encore, des fois, ça peut être, si on prend l'apnée du sommeil, ça peut être de jouer d'une certaine flûte. On parle des fois de télémédecine, ça peut être différentes activités qu'ils vont faire aussi. Donc, et à la deuxième rencontre, là, on écrit le calendrier avec eux. Parce qu'ils ont eu comme 1 mois pour réfléchir à ce à quoi ils aimeraient entendre parler. Puis souvent, ils ont eu à... Attendez un peu, je vais faire silence. Donc, ils ont eu à, bien entendu, à réfléchir, ils sont allés fouiller sur Internet, puis les autres rencontres qui ont lieu selon le groupe, il est prêt, il est fonctionnel, il est autonome, mais des fois, naturellement, comme je vous disais, ça nous arrive d'être obligé de pouvoir, d'être obligé de continuer avec, tant qu'on n'a pas trouvé l'équipe qui pourrait être, ce que je dis dans au déroulement, ça se peut que les 3 premières rencontres, on n'ait pas le choix. On a trouvé la salle de réunion pour 1 an, on fait la promotion, on remet des dépliants, puis on libère nous autres, nos propres employés ici pour accompagner régulièrement les groupes. Parce que ça arrive aussi que des fois vous avez faut s'attendre à ça,
soudainement, la personne qui était supposée venir faire le conférencier, ben nous, il faut qu'on ait tout ça des petites conférences de prête. Ça peut être notre inhalothérapeute qui y va, une infirmière qui va y aller, ça peut être une nutritionniste de chez nous qui va y aller aussi, ou ça peut être moi qui va aller faire une présentation au groupe d'entraide sur un point précis de l'association pulmonaire. Il faut toujours être prêt à remplacer à pied levé. Ce qu'on a de changer aussi à partir des premières rencontres, c'est qu'on fait de l'exercice physique maintenant aussi avec les gens. Seulement, ça va selon leur maladie. Puis généralement, ben, on fait ça avec une chaise. Fait que c'est pas très... ils vont être assis dessus. Fait que notre thérapeute ici a développé des programmes pour chacune des maladies. Puis ils font de l'exercice physique. Fait que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec un truc d'exercice. Et après ça, il y a la rencontre. Puis on garde 30 minutes à la fin pour le partage. On trouve que... parce qu'on s'aperçoit que les gens font pas toujours de la réadaptation respiratoire, comme je vous disais tantôt, il n'y en a pas partout au Québec, puis il n'y en a pas partout non plus dans bien des pays. Donc, on essaie, nous, de faire notre petit part en faisant de l'exercice physique, puis on prend une chaise pour pouvoir faire le travail avec nos gens. Donc, le déroulement des rencontres, les professionnels, après avoir fait leurs 30 minutes, ben, ils vont parler aux professionnels, ils vont leur dire c'est quoi leurs attentes, leurs besoins. Puis là, on regarde déjà de la présentation ils savent déjà, mais il y a peut-être des affaires qu'ils voudraient qu'ils soient rajoutées. Au niveau du financement, comme je vous disais tout à l'heure, on donne une première petite caisse, nous, de 50 $, avec lequel ils vont devoir remplir des formulaires. Puis les dépenses éligibles, là, ils savent très clairement, ce sont les collations, puis la papeterie. Quand tu vas l'envoyer des timbres, des photocopies, des choses comme ça, des cartes, des choses comme ça. Les cartes, c'est nous qui les fournissons parce que l'association pulmonaire fait les cartes de printemps puis les cartes pour Noël. Donc, les cartes de printemps sont exclusivement sur souhaiter joyeux anniversaire. Donc, on leur fournit les cartes. Puis, naturellement, ben, comme je vous disais, on demande des partenaires au niveau des municipalités, des associations communautaires ou des entreprises locales ou des marchés d'alimentation pour nous prêter les locaux. Les obstacles maintenant, parce que, comme je vous disais, des fois, ça prend beaucoup de patience et de persévérance parce que des fois, on perd nos organisateurs communautaires ou nos inalos qui travaillent à nous aider. Mais, veut pas, il faut poursuivre parce qu'en région, c'est là que c'est le plus dur à conserver, justement parce que c'est là qu'on perd souvent les gens s'en vont, qui travaillent en région, ben, des fois, ils veulent se rapprocher des grands centres. C'est là que nous, on doit pallier. Fait que ça nous arrive de prendre l'auto et de faire 2h30 de route pour aller faire une présentation. Ça, on n'a pas trop, on n'a pas souvent le choix, ça nous arrive. Si on n'a pas, je vous dis, si vous n'avez pas quelqu'un qui est vraiment dans la région X pour aider, ben c'est là que vous allez avoir le plus d'obstacles. Parce que c'est eux qui connaissent la clientèle, c'est eux qui peuvent les appeler, c'est eux qui les reçoivent à l'hôpital ou à la clinique, c'est eux qui peuvent faire la promotion de votre groupe d'entraide. Donc, si vous n'allez pas chercher une personne au niveau local, c'est souvent à peine perdu pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ça prend énormément de patience et il faut vraiment avoir beaucoup de contacts. Et en plus de ça, naturellement, ben, il faut que vous ayez une communauté qui est vraiment prête aussi. Quand on va rencontrer les gens, pour qu'ils ouvrent un groupe d'entraide avec nous autres, que ce soit les travailleurs communautaires ou autres, ben, il faut vraiment qu'ils soient ancrés dans leur communauté. Puis, c'est pas juste de dire je connais le patient, mais il faut que ce soit des gens qui ont le goût de s'investir dans leur communauté parce que nos groupes d'entraide ne sont pas nécessairement dans le jour. Ils sont souvent de soir aussi.
Parce qu'il y a des gens qui viennent, dans le jour, les gens qui sont atteints d'emphysème, ben, ils peuvent venir parce que souvent, ils ne travaillent plus, mais la personne qui est atteinte d'apnée du sommeil, ben, elle travaille encore. Donc, ça veut dire que ça prend un travailleur qui est prêt à se donner corps et âme dans ce domaine-là, qui veut vraiment aider. Donc, et qui va avoir à accepter de faire des heures supplémentaires de soir. Puis, ben, au Québec, c'est pas toujours tout le monde qui a le cœur sur la main. Donc, il faut absolument... et l'autre chose qu'il faut aussi faire très attention quand vous organisez, oui, il y a un 30 minutes d'échange, mais c'est pas une thérapie de groupe. Tu n'en vas pas là pour faire de la thérapie. Quand on parle d'échange, c'est vraiment pour s'entraider mutuellement. Après avoir fait ton exercice physique, avoir rencontré un conférencier, poser des questions au conférencier. Après ça, le 30 minutes d'échange, c'est vraiment pour échanger avec le conférencier ou sur la maladie. Mais il n'y a pas de psychologue là, qui est là. Donc, il faut s'assurer que ce ne soit pas une thérapie. Je vous ai mis une liste de conférenciers à inviter que on nous demande souvent, que ce soit médecins, ambulanciers, les policiers communautaires, professeurs de yoga, notaires, des témoignages de greffés, psychologues, nanothérapeutes. Ça nous arrive souvent d'avoir ce genre d'autres sujets qui sont les bienfaits d'exercice physique, parce que ça, c'est difficile de leur rentrer dans la tête aussi. Les médications aussi, les infections. Quand est-ce que je sais que j'ai une infection? Des fois, les gens ils ont de la misère. C'est quoi les services offerts par les cliniques dans mon coin? Là, on parle de nous autres, ces temps-ci, il y a des nouvelles subventions pour les gens. Donc, c'est quoi un aidant naturel? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Des fois, on invite justement les familles à venir au groupe d'entraide pour comprendre c'est quoi être un aidant naturel. Puis, quels mots utiliser avec les gens parce que surtout les gens qui sont atteints de cancer, ils n'aiment pas ça entendre dire qu'ils sont des battants. Parce que, je veux dire, pour eux, c'est comme péjoratif, parce que je veux dire, il y en a un sur deux qui va mourir, puis c'est pas parce que je me suis pas battue. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont importants on parle aussi de saine alimentation. Il y a des gens qui, c'est bien beau de dire, je prends tel médicament, mais je mange mal, puis je fais pas d'exercice physique. Alors, il y a plein de trucs comme ça. On leur donne naturellement un numéro sans frais. Ils peuvent venir sur notre site Internet. Ils peuvent nous envoyer des courriels. Puis on a des médias sociaux. On répond, mettons jusqu'à 11h le soir, à tour de rôle au bureau. Et voilà. Si vous avez des questions. Merci Dominique. Ce que je retiens de ça surtout, c'est que ces groupes d'entraide-là, l'objectif premier, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas thérapeutique, mais c'est plutôt de donner, c'est de s'aider mutuellement à traverser, à passer à travers la maladie que ces gens-là ont, premièrement. Puis l'autre chose que je retiens, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Tu fais de l'exercice physique. À la dernière conférence, on parlait du test de marche. Ça prend pas grand-chose. Ça prenait un chronomètre, une montre pour calculer 6 minutes, puis quelque chose pour mesurer la distance pendant laquelle tu marchais ton 6 minutes. Fait que ça, c'est ce que je retiens pour les gens. Donc, ça prend pas beaucoup de choses. Ceux qui sont dans les milieux hospitaliers ont des contacts avec ces gens-là. Donc, commencez doucement, en parler, sensibiliser les gens. Et puis, tranquillement, ben, l'idée va faire son chemin. Puis, ceux qui vont être les plus intéressés vont être les premiers, peut-être, à tenter l'expérience. Est-ce que les gens ont des questions? J'ai vu que, je revois Dakar, Bamako était là. Ils sont venus 2 ou 3 reprises. Je pense qu'ils ont eu des problèmes avec la ligne.
Puis j'ai vu Zouair aussi. Zouair a eu des problèmes probablement avec Tunis. Est-ce que les gens ont des commentaires? Ouaga, est-ce que vous avez des commentaires? Merci. Suivi avec beaucoup d'intérêt exposé. En tout cas, on retient pas mal de choses, mais on a quand même quelques petites questions, notamment au niveau de la PQ, vous avez une expérience. Vous disiez entre-temps qu'il y a plus d'une trentaine d'entre chez vous. Savoir, est-ce que c'est constitué des malades qui ont particulière, par exemple, je veux dire, est-ce qu'il y a un groupe d'entraide qui est constitué uniquement d'insuffisants respiratoires? Est-ce que c'est un groupe d'entraide qui est constitué uniquement d'asthmatiques ou c'est tous les malades mélangés, réunis? C'était ça la première préoccupation. Non, nous, on organise des groupes d'entraide pour chacune des maladies. Donc, j'ai des groupes pour les asthmatiques, j'ai des groupes pour la BPCO, j'ai des groupes en apnée du sommeil qui sont dans chacune des régions ou des villes du Québec. Mais pas chacune des villes, là, parce qu'on... Mais j'en ai 30 comme ça qui sont... donc, j'en ai 30 en emphysème. J'en ai une trentaine en apnée du sommeil aussi, dans différentes maladies comme ça. Quand c'est des maladies qui ont moins je vais dire fibrose pulmonaire idiopathique, disons, ou sarcoïdose, on fonctionne par colloque à la place. Donc, on se rencontre 4 fois par année, mais juste pour la maladie comme fibrose pulmonaire idiopathique. Et là, on va avoir, on le fait à Montréal et à Québec. Et là, on a au-dessus de 100 personnes qui viennent. Si je puis me permettre un commentaire, Étienne Lemarié. Oui, Ouaga, allez-y. Non, Oui, en fait, je remerciais juste madame pour la réponse à la question. Merci. Oui, si je peux me permettre un commentaire, Étienne Lemarié, vous ne me voyez pas, mais moi je suis au téléphone. Je crois que la question de Ouaga était importante, à mon sens, et je rejoins tout à fait Dominique Massy. On a des groupes aussi un peu équivalents en France, et on fait vraiment des groupes par pathologie, parce que c'est vrai que un groupe de chaque maladie a ses problèmes spécifiques. La BPCO ou la fibrose pulmonaire ou l'insuffisance respiratoire emphysémateux, ce sont des gens qui ont des problèmes différents les uns des autres, même si ce sont globalement des pulmonaires. Et l'important, c'est qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent discuter de leurs problèmes, qu'ils ne soient pas isolés. Je crois que c'est ça la première étape. Vous êtes d'accord, Dominique? Oui, en effet, c'est pour briser l'isolement. Oui. Et puis les aider à passer à travers leur maladie, qu'ils soient mieux renseignés, puis qu'ils puissent, comme par exemple l'exercice physique, s'ils ne bougent pas, là, nous, on essaie d'aider à prolonger la vie. Oui, tout à fait. Bon, Dakar a une question, s'il vous plaît. Oui, Dakar, allez-y. Oui, bonsoir, Dr Mireille Ouetti. Bon, je voudrais savoir, concernant le financement, j'ai vu que seule la petite caisse que vous aviez, environ 50 €, vous permettait, 50 $, vous permettait de pouvoir prendre en charge les différents, les petites dépenses que vous avez à faire. Parce que concernant, par exemple, le service social, certainement, il y a, en fait, chez nous, en Afrique, par exemple, il y a des patients qu'il faut appeler et aller sur place pour les encourager, ainsi que les accompagnants. Pensez-vous que, y a-t-il des bailleurs de fonds ou bien des associations, autres associations avec qui nous pouvons avoir assez d'argent pour avoir des caisses assez lourdes pour pouvoir nous aider à faire ces financements, pour pouvoir
pouvoir alimenter notre groupe d'association au cas où nous l'organisons? Certainement, certainement, parce que moi, c'est les pharmaceutiques que je sollicite, puis c'est avec leur argent que je fais mes groupes d'entraide. Alors, je peux vous envoyer la liste des pharmaceutiques qui donnent, mais mettons, VI donne des sous pour ça à chaque année, AstraZeneca donne des sous pour ça, Pfizer donne des sous. J'ai une dizaine de pharmaceutiques qui donnent des sous pour les groupes d'entraide. Les pharmaceutiques sont très sensibles justement pour les groupes d'entraide. C'est eux qui me payent mes groupes d'entraide, sans ça je ne serais pas capable. Je pense que c'est très important ce que Dominique vient de dire et la question était très, très, très importante. Effectivement, ce sont les pharmas qui fournissent les médicaments et ils ont tout avantage à faire en sorte que si vous décidez d'aller vers des groupes d'entraide, à faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vos principaux bailleurs de fonds, effectivement, ce sont les compagnies pharmaceutiques qui vous donnent les médicaments que vous prescrivez à vos patients. En France, c'est la même chose. Exactement. Actuellement, moi, pour le financement et le restant, ben, c'est les villes et villages qui m'aident, pas financièrement, mais quand ils me prêtent une salle pour recevoir les patients dans une bibliothèque ou dans l'hôtel de ville ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ils font ça par bonté de cœur parce que moi, je leur dis, écoutez, ils restent chez vous, ce monde-là, ils ont payé des taxes chez vous. Donc, prêtez-moi une salle. Mais pour le reste, là, je vous le dis, les pharmaceutiques, ils sont très ouverts. Par exemple, en Afrique, pour les locaux, je ne sais pas si c'est juste une idée comme ça, là, mais par exemple, les centres CNF, là où vous êtes en ce moment, ça pourrait être un local éventuellement qui pourrait peut-être être aussi utilisé lorsque le local est disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, incluant Étienne aussi en ligne? Bon. Écoutez, je pense que, si vous permettez, on va remercier Dominique. Merci beaucoup, cher ami. Et puis, ça a été très instructif. Comme Dominique disait tantôt, Dominique va m'envoyer la documentation et la présentation en format PowerPoint non modifiable va être envoyée à Zouer qui va la déposer sur le site. Mais la documentation va être aussi disponible en format Word. Donc, ceux qui sont intéressés à l'avoir, peut-être m'envoyer un petit courriel, mais par exemple à Waga, là, que quelqu'un m'envoie un courriel, je vais l'envoyer à cette personne-là, puis la personne fera la distribution par après. Donc, vous avez cette documentation-là qui est disponible et aussi Dominique parlait du programme de cessation de tabagique. C'est un programme qui est efficace, je le connais parce que, bon, j'ai travaillé un petit peu à ça il y a quelques années avec Dominique et il est aussi utilisé avec quelques modifications par Fares Mini en Tunisie, je crois. Et donc, ce programme-là va être aussi disponible en format Word et naturellement en français, une gracieuseté de l'Association pulmonaire. Donc, sur ça, je voudrais... Et si jamais vous voulez... Et si jamais ils veulent avoir aussi le dépliant de groupe d'entraide, OK, je peux l'envoyer. Oui, tu me l'enverras aussi, ça. Envoie-moi-le. Ça fait que je vais être le relais dans ça, si vous permettez. Donc, vous avez tous mon adresse courriel. Regardez dans la liste, vous l'avez tous. Sinon, demandez-le à Étienne. Étienne va le distribuer gracieusement. Et puis, sur ce, je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël pour ceux qui fêteront Noël. Et sinon, une très belle année 2018 avec moins de malades, plus de santé, puis plus de paix sur cette terre. Oui, Yves, si je peux rajouter un petit mot. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci beaucoup Dominique Massy. C'était tout à fait intéressant. Le seul petit commentaire que je ferai, je crois, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on peut commencer petit, c'est-à-dire avec un petit groupe et puis petit à petit ça grossit. Je crois que
c'est probablement mieux de commencer par un petit groupe, d'acquérir une certaine expérience, de voir comment ça fonctionne, plutôt que de créer des groupes multiples, des choses compliquées, disons. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça, Dominique? Oui, oui, ben c'est comme ça qu'on a commencé, hein, un à la fois. Oui. Un à la On allait fois, faire et nos puis dents en premier. on voit ce que ça donne, et puis on progresse, on apprend au fur et à mesure. Parce que ça dépend un petit peu de notre milieu, nos malades et tout ça. En tout cas, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Alors je voudrais rappeler, mais je vais le mettre dans un mail à tous, la prochaine session, c'est le jeudi 11 janvier 2018, avec des cas cliniques depuis Dakar. Hein, Dakar, n'oubliez pas, surtout. Et jeudi 8 février, c'est Waga qui nous fera un exposé sur les besoins en pneumologie. N'est-ce pas? Ça fait suite à une précédente visioconférence où on avait dégagé ce thème. Et jeudi 8 mars, le microbiome et les maladies respiratoires par le professeur Antoine Dixvan à Paris, ce sera quelque chose de très intéressant également. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous et puis de bonnes fêtes à tous.